Tandis que Didon parlait encore, ses compagnes la voient s'affaisser sous le fer. Elle voit l'épée écumante de sang et ses mains défaillantes. Une clameur monte vers les voûtes de l'atrium. Le bruit de cette mort se déchaîne par la ville bouleversée. Des lamentations, des gémissements, des hurlements de femmes font retentir les maisons. Les terres résonnent de cris éperdus. On dirait qu'envahi par l'ennemi, Carthage ou l'antique Tyr s'écroule, et que les flammes roulent furieuses sur les demeures des hommes et des dieux. Didon essaye de soulever des yeux appesantis et retombe inanimée. Le sang s'échappe en sifflant de la blessure qu'elle s'est faite sous le cœur. 3 fois, en s'appuyant sur le coude, elle eut encore la force de se soulever. 3 fois, elle retomba sur les coussins. Et, de ses yeux égarés, elle chercha au ciel la lumière et gémit de l'avoir trouvée. Terre sese attolens, cubituque nixale vavit, terre volutatoro est, oculusque errantibus alto, quae civit caelo lucem, ingenuitque reperta. Je vous ai lu ici un extrait, ou plutôt 2 extraits tirés du livre 4 de l'Énéide de Virgile, à partir des vers, des vers 663 jusque 693, avec une interruption entre ces vers. Ces vers ont laissé certainement plusieurs générations impressionnées par cet épisode où l'on voit Didon, Élise, la reine de Carthage, se suicidant à l'annonce du départ de l'homme qui l'aimait, ou plutôt qu'elle aimait, à savoir Énée, qui est promis un autre destin, celui d'être l'ancêtre des fondateurs de Rome, à savoir Romulus et Rémus. Il s'apprête donc à partir à ce moment-là vers l'Italie et donc à quitter le sol de Carthage. Ce thème a servi à de nombreuses reprises dans des peintures. Au XVIIe siècle, il a fait l'objet d'une très belle pièce de Purcell qui s'appelle Dido and Aeneas, que je montre ici. On voit Jesse Norman sur la couverture. Et si je vous ai lu ce texte, c'est que, en général, l'image que l'on a de Carthage est limitée à quelques poncifs, à quelques idées toutes faites, qui remontent aux humanités classiques, c'est-à-dire à l'Énéide, qui remontent aussi au célèbre roman de Gustave Flaubert, publié en 1862, même si la date qui apparaît à la première page pour la première édition est datée de l'année suivante, 1863, donc de Salammbô. Je vous lirai tout à l'heure un passage célèbre également de Salammbô. Et puis, quelques souvenirs du cours d'histoire où vous avez dû apprendre, vraisemblablement dans vos premières années, que les Phéniciens
étaient des commerçants, des marins, et que les Carthaginois avaient connu de sanglantes batailles terminées par des défaites contre les Romains à la fin du IIIe siècle de notre ère, je pense à la bataille de Zama, et que finalement, en 146, Carthage avait été rasée. L'objectif de mon exposé sera donc de vous donner une image un peu plus exacte de ce que l'on sait à partir des textes littéraires, mais aussi archéologiques, à partir aussi des sources épigraphiques de cette cité de l'Antiquité. Carthage serait née en 814 avant notre ère, d'après plusieurs sources littéraires qui datent du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ. L'archéologie a confirmé qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, le site de Carthage est bien habité et le carbone 14 semble même montrer que l'installation de colons, en tout cas d'habitants, remonterait bien au début du 8e siècle, voire à la fin du 9e siècle. Il y aurait donc concordance avec la date traditionnelle de 814. Mais qui sont les Carthaginois? Les Carthaginois, en fait, ce sont des Phéniciens. Ils parlent la langue punique, ils possèdent un certain nombre de dieux que l'on retrouve au Proche-Orient, en Phénicie justement, mais la Phénicie ne constitue pas un territoire unifié. Il s'agit en fait de cités-États voisines les unes des autres, et dont l'une d'entre elles, Tyr, est à l'origine de Carthage. C'est donc sa cité-mère. Les Phéniciens, on en a des traces depuis 2200 ans avant notre ère, mais ils sont surtout connus à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ. On les connaît parce qu'ils pratiquent le commerce, le cabotage, bientôt sur le pourtour de la Méditerranée, et les sources semblent d'ailleurs accorder la priorité à la colonisation de la Méditerranée occidentale par rapport à la métropole, aux Phéniciens plutôt qu'aux Grecs. Les premières traces que l'on a pu dater pour Cumes, qui se trouve à proximité de Naples, datent du milieu du 8e siècle. C'est à ce moment-là que les Grecs entament la colonisation du bassin occidental de la Méditerranée. Pour les Phéniciens, je vous ai dit que plus que vraisemblablement, il faut remonter à la fin du IXe siècle, donc un bon demi-siècle plus tôt. Il y a une différence notable toutefois entre la colonisation grecque et la colonisation phénicienne. Toutes les deux partent
de cité-État. La Grèce n'existe pas en tant qu'entité politique. Il y a de nombreuses cités-États qui se forment à l'époque archaïque, entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère. Et je vous ai dit tout à l'heure que la Phénicie n'existe pas non plus en tant qu'unité politique. Ce sont des cités-États dont les plus célèbres sont, outre Tyr, Sidon et Byblos. Les Grecs, lorsqu'ils colonisent des territoires, font véritablement des petites entités politiques qui ont des liens plus ou moins lâches avec la cité-mère d'origine. La cité-mère, en grec, ça se dit la métropole. Ça vient de deux mots grecs qui veulent dire la ville-mère, hein, c'est ça que ça veut dire métropole. Certaines de ces colonies, d'ailleurs, deviennent indépendantes. Ce sont de véritables territoires qui ont une administration, des institutions, alors que pour les colonies phéniciennes, le projet n'est pas le même. Les colonies phéniciennes sont avant tout des comptoirs, des embarcadères, où l'on peut acheter, vendre et stocker des produits. Autrement dit, si l'on devait comparer une colonie grecque avec une colonie phénicienne, on pourrait dire, grosso modo, c'est pas tout à fait vrai, hein, dans tous les cas, mais enfin, en gros, que les colonies phéniciennes se rapprochent des colonies portugaises à partir du XVe siècle, lorsque les Portugais établissent des comptoirs sur le pourtour des côtes africaines, puis bientôt en Inde, alors que les Espagnols, eux, vont établir des colonies de peuplement avec des plantations. Eh bien, vous devez vous dire que, en gros, évidemment, en changeant ce qui doit l'être, et sans faire d'anachronisme, mais c'est simplement ici dans le but de vous éclairer, que les Grecs se rapprochent plutôt des Espagnols, des colonies espagnoles, à une toute autre échelle, bien entendu, quant aux surfaces colonisées, tandis que les Phéniciens se rapprochent plutôt des Portugais. Voilà, c'est simplement pour éclairer les choses. Il est entendu que l'on ne parle à la même époque, qu'il s'agit d'une autre échelle, et que les conditions des colonisations ne sont pas les mêmes. Hein. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas établir un signe d'égalité, donc faire une équation entre colonie portugaise et colonie phénicienne, et d'autre part colonie espagnole et colonie grecque. C'est simplement pour vous donner une image qui n'est pas trop éloignée, je dirais, dans sa conception initiale quant à ces deux types de colonisation. Il y a toutefois, en ce qui concerne Carthage, une exception. Parce qu'à l'inverse de toutes les colonies phéniciennes que j'évoquais il y a quelques instants, Carthage, qui est fondée par Tyr, ne répond pas au même projet. Car Carthage va devenir elle-même une métropole qui va fonder des colonies, des comptoirs, mais Carthage va créer ses propres institutions et va devenir une véritable entité politique, une véritable puissance, mais pas une puissance impériale comme Rome va le devenir. Il s'agira essentiellement d'une cité qui est au cœur d'un réseau très étendu
entretenant des relations économiques avec toute une série donc de comptoirs. Alors que Rome, elle, va créer le plus vaste empire de l'Antiquité. Alors, que savons-nous des origines de Carthage? Je vous ai dit tout à l'heure que Carthage, plus que vraisemblablement, puisque les témoignages littéraires et d'autre part les sources archéologiques convergent, Carthage serait donc née à la fin du IXe siècle avant notre ère. Ce qui était au départ un comptoir phénicien va s'agrandir, mais Carthage en fait restera un petit territoire, je veux dire, sur le sol de la Tunisie actuelle, et au moment de sa plus grande extension sur le plan territorial, elle couvrira, donc au milieu du IIe siècle avant notre ère, elle couvrira un cinquième de la Tunisie actuelle. Donc rien à voir avec l'Empire romain de la même époque, au moment où Rome est en plein dans ses conquêtes. Le IIe siècle avant notre ère est le grand siècle des conquêtes romaines. En ce qui concerne sa population, un chiffre a été avancé par le géographe Strabon. Pour le milieu du IIe siècle avant notre ère, donc juste avant que la Carthage punique ne soit rasée, parce que plus tard elle va être reconstruite, mais à l'époque romaine, elle va devenir une colonie romaine, et bien au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, Carthage aurait eu 700 000 habitants. Vous imaginez, 700 000 habitants. Donc Carthage au sens large, hein. Carthage et son hinterland. Vous imaginez que c'était donc une immense cité dans l'Antiquité, une très grande cité. Tout cela pour vous donner un ordre de grandeur de ce que fut la Carthage avant de disparaître. Nous allons aborder maintenant un premier point. Après, je vais peut-être vous montrer très rapidement quand même où se trouve un certain nombre de cités que je vous ai mentionnées jusqu'à présent, pour que vous puissiez visualiser tout ceci. La ville de Tyr se trouve ici, donc dans le Liban actuel. Tyr. Vous voyez ici Byblos, juste en dessous, Sidon. Carthage est ici. Ce que vous voyez en jaune ici, c'est là ce qui va s'appeler la province romaine d'Afrique. Donc lorsque l'on parle d'Afrique dans l'Antiquité, ne vous trompez pas, il ne s'agit pas du continent africain, il s'agit simplement de la partie septentrionale de la Tunisie. C'est cela l'Afrique. De la même manière, et je demanderai à la caméra d'aller un peu plus à droite, que à l'époque romaine, la province d'Asie ne couvre que la partie occidentale de la Turie. C'est ça, Asie. Vous voyez ici, Asia, qui a été constituée en tant que province, d'ailleurs, une bonne dizaine d'années après la province d'Afrique, qui est constituée comme telle après la chute de Carthage en 146 avant notre ère. Carthage
au 5e siècle avant Jésus-Christ, occupe, et quand je dis occupe, oui, il s'agit d'une occupation territoriale, mais je vous ai dit que c'est essentiellement sous la forme de pouvoir, la partie extrême occidentale ici de la Sicile, la Sardaigne, toute la Sardaigne ici, et la partie occidentale de la Corse. Alors, elle possède également un certain nombre de comptoirs ici, le long de l'Afrique du Nord, qui correspond à l'heure actuelle à l'Algérie et au Maroc. Elle a un comptoir important ici à Gadez, c'est-à-dire Cadix. Elle possède des comptoirs ici dans le sud, donc dans l'Andalousie actuelle, comme Malacca. Et enfin, elle possède ici Carthagène. Carthagène, ça veut dire la ville issue de Carthage. Voilà, donc vous voyez qu'au sommet de sa puissance, Carthage possède un territoire, qui couvre aussi, excusez-moi, les Baléares, je disais en particulier. Donc ça couvre ce territoire-ci. Alors ici, il y a aussi un certain nombre de comptoirs, ceci. Voilà, donc ça c'est le territoire. Vous avez bien compris que les Carthaginois étant des commerçants et des marins, leur espace de circulation se situe donc en Méditerranée occidentale. Carthage devient donc une cité beaucoup plus importante que sa métropole Tyr. Nous allons commencer maintenant par étudier l'économie, parce que quand on pense aux Carthaginois, on pense d'abord à l'économie. Et plutôt que de partir du commerce, qui renvoie à une idée assez traditionnelle, je partirai au contraire de ce qui fait la base au départ de l'économie carthaginoise, base à laquelle on ne pense pas spontanément, si on n'a pas étudié, c'est en fait le secteur primaire. Donc je vais commencer avec le secteur primaire, c'est-à-dire ce qui concerne l'agriculture. En effet, dans les territoires à proximité de Carthage, on cultive le blé. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, la province qu'on va appeler plus tard la province romaine d'Afrique, est une région riche en blé. Il y a aussi le blé de Sicile. Évidemment, à l'heure actuelle, quand on pense à la Tunisie et quand on pense à la Sicile, on ne pense pas obligatoirement au blé, bien entendu. Mais enfin, dans l'Antiquité, c'était des régions qui, comme d'ailleurs la région du Nil et l'Égypte, étaient des régions très importantes pour la production de blé. En tout cas, avant la conquête de César, de la Gaule par César. Ensuite, il y a aussi la culture de l'olivier. Nous sommes dans un pays méditerranéen, et donc c'est tout à fait logique, puisque l'olivier est particulièrement adapté à ce type de climat. À côté de l'agriculture, il y a la sylviculture, donc la culture des forêts. Et les Carthaginois profitent de l'exploitation du bois qui vient des forêts de l'Atlas, donc ces grandes chaînes de montagnes de l'Afrique du Nord. Je vous rappelle d'ailleurs que les Phéniciens étaient déjà connus dans l'Antiquité pour disposer d'un territoire où l'on produisait du bois, ce sont les fameux cèdres du Liban. Vous savez que le cèdre
apparaît toujours d'ailleurs sur le drapeau libanais. Bon, ici on est dans une autre région du monde et dans une autre région de la Méditerranée. Alors à côté de l'agriculture et de la sylviculture, vous avez aussi la pêche. Alors la pêche, c'est un petit peu logique, la Méditerranée est présente, mais il y a une région où les bancs de poissons sont particulièrement nombreux, non pas en Méditerranée, mais dans l'Atlantique. C'est la région de Gadès, donc de Cadix. Alors le poisson était pêché et vendu, mais l'on pouvait aussi en tirer un produit qui consistait à utiliser les viscères des poissons que l'on mettait dans du sel et qui pouvait dès lors être conservé et consommé. Ce produit s'appelle le garum. Et enfin, toujours dans le secteur primaire, à côté de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, vous avez aussi la production, l'exploitation de mines d'argent en Sardaigne, mais aussi et surtout dans le territoire qui jouxte Carthagène, que je vous ai montré tout à l'heure en Espagne, dans le sud de l'Espagne, où d'après certaines sources, à l'époque d'Hannibal, donc à l'époque des Barcides, c'est la famille à laquelle il appartenait, on aurait produit jusqu'à 300 livres d'argent par jour, ce qui équivaudrait à un petit peu moins de 100 kilos d'argent par jour, qui aurait été donc produit dans ces mines. Passons maintenant au secteur secondaire, donc le secteur de la transformation des produits. Dans ce secteur-là, il faut évidemment mettre en évidence l'artisanat. Déjà, les Phéniciens étaient connus pour la production de la pourpre, issue d'un coquillage qu'est le murex. Les Carthaginois poursuivent dans cette voie, et donc la pourpre va devenir un moyen de teindre en grande quantité les vêtements. La pourpre, c'est-à-dire le rouge, pas n'importe quel rouge, va être une couleur qui symbolisera d'ailleurs le sommet de la hiérarchie, car vous savez certainement que les empereurs romains se drapaient de pourpre, et à l'époque byzantine, un élément de la légitimité d'un empereur était qu'il était porphyrogénète. Porphyrogénète, ça veut dire qu'il était né dans une chambre parée de tentures de pourpre. Ça veut dire qu'il était lui-même issu de la famille impériale et qu'il n'était donc pas un usurpateur ayant pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Je vous rappelle également que le rouge, la pourpre, reste dans l'Église catholique la couleur des cardinaux. À côté de la production donc de cette couleur, la pourpre, vous avez également la production de bijoux en verre. Je vous ai déjà montré l'importance que cela va avoir la semaine passée chez les Gaulois. Vous vous souvenez ? Donc la verrerie est une des spécialités de l'artisanat
carthaginois, à côté de la production d'objets en métal ou en ivoire, par exemple. Et ceci va me permettre une transition vers le secteur tertiaire, à savoir le secteur des échanges commerciaux. Les Carthaginois ne possédaient pas, je vous ai dit, d'empire, n'exerçaient pas de pouvoir politique sur un vaste territoire comme les Romains, mais en revanche, ils levaient des impôts sur tous les échanges commerciaux qui faisaient partie de leur territoire, enfin leur territoire entendons bien, je ne trouve plus le terme ici, de leur sphère, si vous voulez, économique, leur sphère commerciale. Alors, qu'échangeait-il? Tous les produits dont je viens de vous parler depuis quelques minutes. Je vous ai parlé du blé, j'aurais pu vous parler bien sûr de l'huile aussi, parce que vous savez que j'ai parlé d'olivier. L'olivier, on le produit pour l'huile, en fait. Même si nous avons pris l'habitude de manger des olives en tant que telles, en fait, l'olivier était cultivé pour la production d'huile. D'ailleurs, c'est de là que vient le terme oil en anglais, pour le pétrole. En fait, le pétrole, ce sont des termes qui ont la même étymologie. Ça veut dire l'huile de la pierre, littéralement, le pétrole. Pètre, ça vient d'une racine grecque qui veut dire la pierre. Pensez à Pierre lui-même, Pétros, l'apôtre du Christ. Et oil, je viens de vous le dire, oleum, ça veut dire l'huile de la pierre, le pétrole, étymologiquement parlant. Donc, il y a l'huile, il y a le blé, je vous ai parlé du bois, je vous ai parlé de l'argent, je viens de vous parler d'un certain nombre de produits issus de l'artisanat, en particulier la pourpre, la verrerie, des métaux qui sont utilisés pour façonner des objets. Je vous ai parlé également de l'ivoire, par exemple. En fait, en conclusion, sur le plan commercial, vous devez vous dire que Carthage est avant tout, vous l'avez bien compris, une puissance marchande et qui annonce, et ici je ne veux pas faire d'anachronisme, mais vous savez que j'aime bien quand même faire des liens avec l'actualité, annonce d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, il ne faut pas se résoudre à des analogies faciles, mais annonce un petit peu les multinationales qui naissent au XXe siècle. Ce n'est pas du tout le même type de puissance que Rome, je vous l'ai déjà dit 2 ou 3 fois maintenant. Elle annonce quelque part les multinationales avec ses comptoirs, qui sont des filiales au fond. Sauf qu'il ne s'agit pas de multinationales spécialisées dans l'industrie, mais spécialisées ici dans le commerce. Elle fait donc de l'import-export. Et vous savez d'ailleurs que les descendants des Phéniciens, les Libanais, sont restés longtemps. Bon, il y a eu des guerres entre-temps, entre autres la fameuse guerre civile du dernier quart du XXe siècle, mais enfin, vous savez que les Libanais sont particulièrement doués pour le commerce et l'import-export, parmi d'autres peuples du Proche-Orient, bien entendu. Là, ce ne sont pas les seuls, comme les Arméniens ou d'autres, si je ne peux pas typer un peuple en particulier. Nous passons maintenant à la société et aux institutions de l'époque carthaginoise.
Comme toutes les sociétés proche-orientales, la société carthaginoise est très hiérarchisée. Ça va d'ailleurs se ressentir dans leur panthéon, puisque vous savez que la religion et les panthéons sont souvent le reflet d'un type de société. Donc une société très, très hiérarchisée, à la tête de laquelle se trouve une oligarchie, je dirais même une plutocratie, c'est-à-dire un système de pouvoir où ce sont les riches marchands qui dirigent. De nouveau, pour faire une comparaison, je vous dirais que ça ressemble un petit peu à la société génoise ou vénitienne du Moyen-Âge ou de l'époque moderne. Alors, le système politique. Vous voyez d'ailleurs que dans mon exposé, je n'ai pas commencé par le système institutionnel, parce que lui-même n'est là que pour garantir un rapport de force à l'intérieur même de la société et pour le gérer, l'administrer. La société carthaginoise possède des institutions assez complexes d'ailleurs, qui dans l'Antiquité ont pu la rapprocher par certains égards à la société spartiate et à la société romaine. Alors comment la société carthaginoise, sur le plan institutionnel, est-elle organisée? Donc ici, il va être question de politique. Comme d'habitude, il faut retourner vers les textes pour voir comment les anciens eux-mêmes considéraient les choses, parce que les sources littéraires restent malgré tout, ou sont restées pendant longtemps, des sources privilégiées. Heureusement maintenant, grâce à l'usage, à la lecture des sources épigraphiques, grâce au développement de l'archéologie, je parle de l'archéologie moderne, avec des méthodologies bien strictes pour étudier le sol et le sous-sol, on en sait beaucoup plus. Mais nous allons partir d'Aristote. Alors je vous montre ici la couverture des politiques d'Aristote dans l'édition Garnier-Flammarion. Si je vous la montre, parce que c'est une édition qui ne coûte pas cher du tout. Hein. Je prends ici le livre 2, chapitre 11, paragraphe 5, 6 et paragraphe 8. Donc, je lis directement le texte. Voilà ce qui est dit donc dans cette édition, dont la traduction a été établie par Pierre Pellegrin. La plupart des aspects de la constitution carthaginoise qui pourraient être critiqués parce qu'ils sont des déviations se trouvent être communs à toutes les institutions dont nous avons parlé. Parce qu'Aristote étudie successivement les institutions de toute une série de cités. Mais parmi ces aspects critiquables qui vont contre le principe à la fois de l'aristocratie et du gouvernement constitutionnel, les uns penchent plutôt du côté d'un régime populaire, les autres du côté de l'oligarchie. Je vous rappelle que l'oligarchie, c'est un système politique où c'est un groupe restreint d'individus qui dirigent la cité, ici en l'occurrence. Les rois, en effet, avec l'aide des anciens, quand tous sont d'accord. Alors ici, quand il dit les rois, il faut savoir qu'à Carthage, il n'y a pas de roi. Donc Aristote, il se trompe, hein, il n'y a jamais eu ni de roi ni de tyran, contrairement à ce qui a pu se passer en Grèce, dans le monde grec, hein, précédemment. Donc en fait, quand il dit les rois, ici, il faut entendre les suffètes, S-U-F-E, accent grave T-E-S, les suffètes, qui sont l'équivalent des 2 consuls romains. Donc ce sont des co-présidents de la République. Et ces 2 co-présidents de la République carthaginoise sont élus d'ailleurs annuellement
Ils sont élus annuellement, mais ils ont une particularité, c'est que, donc il n'y a pas de dynastie, c'est qu'ils sont choisis parmi les riches. Et alors, quand on dit élu parmi les riches, on peut se poser la question sur le type d'élection. Mais vous savez, il y a des choses particulières. Il ne faut pas croire que les riches votent pour les riches et les pauvres pour les pauvres obligatoirement. Il suffit d'avoir un certain nombre de démagogues. Et prenez le cas de l'élection récente aux États-Unis avec Donald Trump. C'est un milliardaire pour lequel on dû voter des tas de pauvres quand même. Je vous le signale. Et le racisme se trouve, entre autres, pas seulement bien sûr, mais entre autres aussi dans certaines couches populaires qui se sentent exclues du marché du travail et qui considèrent que ce sont les étrangers qui prennent leur travail. Enfin, vous connaissez un petit peu ce type de démarche. Enfin, bref, donc je vous dis que ces suffètes sont élus parmi les gens. Ça va être dit dans le paragraphe suivant. Alors, les rois, donc ce qu'il appelle les rois, donc les suffètes, ont le pouvoir de porter telles affaires et de ne pas porter telle autre devant le peuple. Alors, il est écrit au IVe siècle, c'est important, tenez la date. IVe siècle. On va voir que Polybe, que je vais vous lire bientôt, s'exprime d'une manière un peu différente. S'ils ne sont pas d'accord, c'est le peuple qui décide. Comment faut-il interpréter ça? En fait, c'est le peuple, c'est pas le peuple qui décide de la décision finale, mais c'est le peuple qui va décider d'entreprendre ou non l'examen d'une affaire. C'est ça que ça veut dire. Quant aux propositions qu'ils font au peuple, donc les suffètes, non seulement ils accordent à celui-ci la possibilité d'être informé des opinions des magistrats, mais ce sont les citoyens qui tranchent souverainement et il est permis à qui le veut de s'opposer aux propositions qui sont faites, ce qui n'est pas le cas dans les autres constitutions. Un peu plus loin, je ne vais pas tout lire. Alors, ici on prend au paragraphe 8, mais le système des Carthaginois dévie de l'aristocratie surtout vers l'oligarchie en vertu d'une certaine conception qui est adoptée par la masse des gens. Ils pensent en effet que c'est non seulement, c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure, par ordre de mérite, mais par ordre de richesse qu'il faut choisir les magistrats, car il leur semble impossible que celui qui est de condition modeste puisse avoir le loisir d'exercer correctement une magistrature. Donc en fait, ici, le fait d'être riche vous donne du temps libre, puisque vous n'avez pas besoin de gagner votre vie au moment où vous exercez votre magistrature, puisque parallèlement, vous avez quand même des revenus qui seront présents, qui interviendront, mais il y a aussi l'idée que si vous êtes riche, vous n'allez pas puiser dans les caisses de l'État, donc ça doit vous rendre relativement incorruptible, tandis que si vous arrivez au pouvoir et que vous êtes pauvre ou modérément, enfin, que vous êtes modeste, vous risquez évidemment d'être tenté par la confusion entre les fonds publics et les fonds privés. Donc c'est une garantie. C'est ce qu'il explique d'ailleurs dans la suite. Maintenant, voyons ce que 2 siècles plus tard, l'historien grec Polybe, donc 2 siècles plus tard, ici nous sommes au 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est un historien grec, qui écrit en grec, mais à l'époque romaine. En fait, Polybe s'est fait le chantre des conquêtes de Rome à l'époque républicaine, au 3e et au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, il a un point de vue assez clair, c'est un point de vue partial, qui en fait, certains l'ont dit, une sorte de collaborateur, parce qu'il n'est pas romain lui-même. C'est un esclave grec, Polybe, un médecin en fait. Et
quand il écrit, c'est pour faire l'apologie d'une puissance qui a défait son peuple, si je puis dire, même si l'idée d'unité de la Grèce n'existe pas à ce moment-là. Alors je vous lis ici, alors c'est tiré de son histoire universelle, qui est traduite ici dans l'édition de la Pléiade, dans la NRF, par Denis Roussel. Alors, l'extrait que je vais vous lire, ou les deux extraits plutôt, sont tirés du livre 6, chapitre 7, paragraphe 51. Quant à l'État carthaginois, il me semble que ces institutions ont été, dans leurs caractéristiques essentielles, bien conçues. Il y avait des rois, je ne reviens plus sur ma remarque de tout à l'heure, donc elle s'y fait. Le conseil des gérontes, alors le conseil des gérontes, littéralement, ça veut dire le conseil des anciens. Vous connaissez en français le mot gérontocratie, ça veut dire lorsque le pouvoir est aux mains des vieux. Vous savez ce que c'est la gériatrie, c'est la médecine pour les personnes âgées. Bon. Donc le conseil des gérontes, de nature aristocratique, disposait de son côté de certains pouvoirs et le peuple était souverain dans les questions qui étaient de son ressort. Donc ici, on indique bien qu'il y a des compétences qui sont différentes. En fait, les rois ont des fonctions sur le plan judiciaire, sur le plan financier, entre autres, de politique générale aussi. Alors, le conseil des gérontes, ce que Aristote appelait la gérousia, qui est le terme que l'on utilisait à Sparte pour dire le conseil des anciens. Vous savez que le conseil des gérontes, vous pouvez traduire ça tout simplement par le sénat, puisque le mot sénat, en latin senatus, vient directement du mot senex, et le mot senex signifie vieux. Mais on était vieux, on était dans la catégorie, les catégories des âges à Rome n'étaient pas les mêmes que chez nous. Chez nous, on parle du premier, du deuxième et du troisième âge. Voire, le cas échéant, au-delà de 80 ans, on parle du quatrième âge. Ça, c'est relativement récent. Mais à Rome, vous étiez iuenis jusqu'à 45 ans, et vous passiez de la catégorie iuenis, c'est-à-dire jeune, à celle de senex à 45 ans. Donc moi, je serais depuis longtemps un vieillard aux yeux des Romains, indépendamment du fait qu'il ne faut pas oublier que quand même l'espérance de vie n'était pas la même à cette époque-là. Donc en fait, le Sénat, ça veut dire le conseil des vieux, le conseil des anciens, très clairement. Donc on peut traduire conseil des gérontes ou gérousia par Sénat, sans aucune difficulté. Alors vous dites de nature aristocratique, c'est ce que fut longtemps le Sénat à Rome d'ailleurs, de nature aristocratique, parce que pendant longtemps le Sénat était aux mains des patriciens. Alors le Sénat, il avait des pouvoirs, comme à Rome au fond, celui de pouvoir déclarer la guerre, de faire la paix, également des éléments de politique générale. Quant au peuple à Carthage, il avait... alors là, on va voir la suite, sinon je suis en train de dévoiler déjà la suite du paragraphe 51. À Carthage, la voix du peuple était devenue prépondérante dans les délibérations. Tandis qu'à Rome, le Sénat était dans la plénitude de son autorité. Alors là, on voit tout de suite l'explication que Polybe, passage essentiel ici, donne quant à la victoire des Romains sur les Carthaginois à l'issue des guerres puniques. La première et la deuxième en particulier. Il explique, chez les Carthaginois, c'était l'avis du grand nombre qui prévalait. Donc, Polybe laisse entendre ici que là, le système démocratique serait à l'origine, vous allez le voir, de la chute de Carthage, alors que le système aristocratique, où c'est le Sénat qui dirige, aurait permis la victoire des Romains. Écoutez, chez les Carthaginois, c'était l'avis du grand nombre qui prévalait. Chez les Romains, celui de l'élite des citoyens, c'est-à-dire l'aristocratie, le Sénat.
en sorte que la politique menée par ces derniers étant la meilleure, ils purent, malgré d'écrasantes défaites, oui, les Romains ont connu de sérieuses défaites dans la deuxième moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, contre les Carthaginois, à l'époque d'Hannibal, l'emporter finalement dans la guerre contre Carthage grâce à la sagesse de leurs décisions. Donc, on pourrait dire que Polybe est opportuniste, en tout cas, sa préférence va manifestement pour le système politique romain où c'est le Conseil des Anciens, étymologiquement, c'est-à-dire le Sénat qui décide, ce Sénat qui est restreint, qui ne comprend que les membres de l'aristocratie, si vous voulez, alors que les Carthaginois, dit-il, eux ont un système où le peuple a son mot à dire et finalement a sans doute le dernier mot, et que ce serait donc la démocratie, une forme de démocratie en tout cas. Bon, ça c'est le point de vue de Polybe. N'oubliez pas aussi qu'il écrit 2 siècles après Aristote, que nous avons vu tout à l'heure. Donc, il n'est pas interdit de penser, il est même certain que les institutions carthaginoises ont évolué. Les institutions carthaginoises du 8e siècle au 2e siècle, quand Carthage disparaît, ont certainement évolué, comme les institutions romaines aussi, elles ont évolué entre le 7e siècle et l'Empire, il n'y a pas de doute à cela. Elles ont fortement, très fortement évolué, ces institutions. Mais il y a aussi, indépendamment du moment où on se situe dans le temps, c'est-à-dire apparemment, en écoutant Aristote d'une part, et puis Polybe ensuite, une évolution de plus en plus où le peuple a de plus en plus d'importance. Aristote disait que le peuple avait de l'importance aussi, souvenez-vous. Mais apparemment ici, je veux dire, pour Polybe, le peuple a vraiment un poids tout à fait considérable. Mais il y a aussi une différence de point de vue, vraisemblablement. Très clairement, Polybe est du côté des Romains et il cherche, en historien d'ailleurs, à trouver une explication. Et cette explication est fondamentale d'ailleurs dans son histoire universelle. Voilà. Alors, donc, vous avez compris, il y a des suffètes qui sont au nombre de 2. Ils donnent leur nom à l'année. Ce sont donc des suffètes éponymes. Nous en avons parlé, je crois, au dernier cours. C'est avec vous que j'ai parlé de ça, oui. Éponymes, c'est-à-dire qu'ils donnent leur nom à l'année. Vous avez compris également qu'il y a un conseil des anciens et qu'il y a en fait une assemblée populaire, mais qui rien ne dit qu'elle ressemblait de près, vous savez, soit au comice romain, soit à l'ecclésia athénienne. Ça, il ne faut pas tirer non plus les généralités. Apparemment, à l'époque d'Aristote, j'ai l'impression que cette assemblée du peuple est plus proche de l'appella, c'est-à-dire de l'assemblée spartiate, même si elle paraît avoir un peu plus de pouvoir. Mais l'appella spartiate, vous savez, les gens avaient le droit d'applaudir, et c'était à l'applaudimètre que l'on pouvait savoir si le peuple, et quand on dit le peuple, entendons-nous bien, ce sont les homoioi, c'est-à-dire les Spartiates, avaient le droit, agréait plutôt, donc si le peuple agréait les décisions qui avaient été prises par la Gérousia, en fait, par les anciens. Maintenant, de là à dire que ça ressemble à l'Ecclésia, moi, personnellement, je ne crois pas, mais enfin, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la civilisation punique. Mais comme vous avez bien compris que ce sont des riches marchands qui sont à la tête de la cité, ils défendent avant tout les intérêts de leur classe, bien entendu. C'est leur classe sociale qu'ils défendent, ce n'est pas les intérêts du peuple. Mais il semble que la constitution carthaginoise, avec ses différents niveaux, semble avoir été conçue pour éviter à tout prix, en tout cas, un coup d'État venant d'une des parties. Alors, nous avançons et nous passons maintenant aux relations internationales. Les relations internationales, ce sont les relations que Carthage, ou que plutôt les Carthaginois,
entretiennent sur différents plans avec d'autres peuples, voire d'autres États. Ces relations, elles sont de divers ordres. Dans l'enseignement secondaire, vous avez certainement appris qu'il y a eu des guerres puniques, 2 guerres puniques très importantes au IIIe siècle avant notre ère. La deuxième guerre punique se termine par la victoire de Zama en 202 avant Jésus-Christ, et puis alors qu'il y a la destruction de Carthage lors de la troisième et dernière guerre punique en 146 avant notre ère. Donc l'année même où Corinthe subit le même sort d'ailleurs. Et ce chapitre d'histoire que vous avez étudié, quand vous étiez peut-être en 2e secondaire ou en 3e secondaire, cache la forêt. Parce que les Carthaginois et les Romains ont longtemps entretenu de bons rapports. Il y a eu des traités de paix qui ont été signés entre les Romains et les Carthaginois au VIe siècle, au IVe siècle et au IIIe siècle. Juste avant, d'ailleurs, les guerres puniques. Traité de paix, par exemple, entre Carthage et Rome en 279, parce qu'il y a une menace à la fois pour Carthage et pour Rome, ce sont les conquêtes de Pyrrhus, le roi d'Épire. Et Carthage aurait même, à cette occasion, proposé une centaine de ses navires pour aider les Romains à défaire Pyrrhus. Donc, il ne faut pas réduire l'histoire entre Rome et Carthage à l'histoire des grandes guerres puniques qui ont été essentielles. C'était vraiment un conflit entre 2 géants à cette époque-là, pour des raisons géostratégiques et pour des raisons économiques, donc au IIIe siècle avant notre ère. À côté de ça, les Romains et les Carthaginois ont entretenu des rapports économiques. On en a des traces. Par exemple, pour la vente de blé ou de la céramique. On a aussi des traces, que ce soit à Carthage ou à Rome, de quartiers où vous aviez des Africains, donc des Carthaginois, donc dans la cité italienne, et d'autre part un quartier d'Italiens à Carthage, ce qui laisse penser quand même de marchands, je dis bien, dans les 2 cas, ce qui laisse penser qu'effectivement, les relations n'ont pas été toujours mauvaises, puisque sur le plan économique, on pouvait s'entendre. Enfin, sur le plan culturel, quelles étaient les relations entre Rome et Carthage? On sait que, grâce à des intermédiaires comme les esclaves, il y a eu des échanges. On pense en particulier au comique romain Terence, qui était un esclave, semble-t-il, d'origine carthaginoise. Lorsque vous prenez la célèbre pièce de Plaute, également dramaturge romain, fois du IIe siècle avant notre ère, il a écrit une pièce qui s'intitule Peniculus, ce qui signifie le petit Carthaginois, ce qui a été traduit dans l'édition de la Pléiade par Pierre Grimal, un grand romaniste, ici dans les œuvres complètes. Je prends la pièce elle-même. Alors, je vais vous montrer la page de titre. Attendez, de cette pièce. Oui, voilà. Alors,
J'ai dit Peniclus, excusez-moi, c'est Penulus. Je mettais un double diminutif, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Penulus, voilà, le Carthaginois. Vous avez le titre en italique en dessous, je ne sais pas si ça va donner quelque chose à la caméra. Merci beaucoup. Voilà. Et alors ça a été traduit le Carthaginois, mais ça aurait dû être traduit le petit Carthaginois, puisque le Ulus marque en fait le diminutif. Enfin, peu importe. Hein. Et l'on voit dans cette pièce, par exemple, à l'acte 5, scène 2, donc on est dans les vers de 1010 et suivant, donc ça doit être 1010 à 1020, quelque chose comme ça. À un moment donné, il y a Anon, un des protagonistes de la pièce, qui parle, qui s'exprime en carthaginois. Écoutez bien, il dit Miu ulec i anna, c'est du carthaginois, dans une pièce en latin, ce qui veut dire, parce que ici j'ai la traduction, qui, s'il vous plaît, va les conduire. C'est pas du latin, ça je peux vous le garantir. Le même Anon dit un peu plus loin, laec lach ananim limini shot. Alors là, on apprend que ça veut dire, c'est le point 3, donc ça veut dire va te faire fouetter esclave. Et il y a comme ça toute une série de phrases qui vont suivre comme ça, palou mergat eta, mouphonime soukoranitim, etc., etc. Donc si je vous lis ceci, il y a toute une série d'autres passages. C'est pour vous dire que si des passages en punique, en carthaginois, ont été cités dans une pièce romaine, ça prouve en tout cas que la source de Plaute lui-même, le dramaturge romain du IIe siècle, avait au moins donc que cette source était un punicophone, je ne sais pas quel est le mot qu'on utilise, averti, c'est-à-dire quelqu'un qui parlait le carthaginois, le phénicien. Donc ça vous montre qu'en tout cas, on pouvait dans une pièce de théâtre à Rome lire, en tout cas pas lire, mais en tout cas énoncer des mots en carthaginois sans que ce soit quelque chose comment dirais-je, d'exotique au point que ça paraisse complètement absurde. Donc ça ne paraît pas absurde. Ça devait paraître certainement exotique quand même, vous savez, mais pas absurde. Alors le phénicien, c'est quoi le punique? En fait, c'est une langue donc sémitique du groupe nord-ouest sémitique, groupe auquel appartient l'hébreu. Donc en fait, l'hébreu et le phénicien, le punique, sont des langues très proches en fait. Vous devez vous dire également que le phénicien possède une écriture et que le carthaginois ne se distingue du phénicien de Tyr que par l'allongement des hampes, c'est-à-dire des traits qui descendent vers le bas pour un certain nombre de lettres. Vous savez bien sûr aussi certainement que l'alphabet grec est issu de l'alphabet phénicien. C'est seulement à l'époque néo-punique, c'est-à-dire après la chute de Carthage, que une écriture cursive va être utilisée, donc à l'époque romaine, autrement dit. Voilà, alors il me reste à aborder le problème de la religion maintenant. Le problème de la religion. Si je l'ai mis à la fin, c'est un peu comme souvent, parce que j'ai une orientation en termes de philosophie de l'histoire qui est marxisante et qui fait que je pars toujours de l'infrastructure pour arriver au sommet de la superstructure, c'est-à-dire la religion, l'art, etc. Alors la religion, que sait-on de la religion chez les Carthaginois? On sait en fait, tout d'abord, ça il n'y a aucun doute, que ce sont des polythéistes. Donc ils croient en l'existence de plusieurs dieux et déesses.
Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des dieux et des déesses locaux, mais que, comme on a pu le constater dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, Carthage est une ville cosmopolite, où l'on ne trouve pas que des Carthaginois, j'allais dire de souche, ce terme n'a pas beaucoup de sens bien sûr, mais on trouve en fait des gens de différentes origines. Alors, des personnes de différentes origines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus avec leur propre religion. Et que l'on trouve donc dans l'univers carthaginois des croyances, des temples qui viennent d'ailleurs. Il y a également syncrétisme, fusion entre un certain nombre de dieux extérieurs et des dieux phéniciens. Je ne vais pas vous citer le nom de tous ces dieux et leurs compétences, leurs attributions, mais parmi les dieux principaux, en tout cas au sommet du Panthéon, parce que le Panthéon est lui-même hiérarchisé, puisqu'il est le reflet de la société, vous avez Nectar, qui est donc un dieu très important. Vous avez d'autres dieux, mais comme vous avez l'équivalent de Perséphone, Déméter, dieu de la fertilité, vous avez aussi, dans les différents comptoirs carthaginois, on trouve aussi des déesses polyades, des dieux polyades. Les dieux polyades, ce sont des dieux de la cité qui ont pour fonction de protéger la cité, comme de la même manière qu'à Athènes, vous aviez par exemple Athéna. Il se fait que beaucoup d'entre vous, sans doute, s'ils ont étudié Flaubert, que j'évoquais en début de mon exposé, ont certainement le souvenir d'un passage que je vais vous lire maintenant, donc de Salammbô. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que la première édition date de 1862, mais que sur la page de garde, il est indiqué 1863. En fait, le texte a été publié en novembre 1962. Alors, le chapitre 13, qui a peut-être marqué certains d'entre vous, en tout cas moi ça m'a marqué quand j'étais en secondaire, quand j'ai lu, le chapitre 13 qui s'intitule Moloch. Moloch, bien que ce nom-là, est quand même assez effrayant. Moloch, vous allez voir, c'est ce dieu qui est représenté sous la forme d'une statue et qui se nourrit d'enfants. Qui se nourrit d'enfants, mais la religion carthaginoise ne peut pas être réduite évidemment à Moloch. Ce qu'on a souvent tendance à faire lorsqu'on parle d'une autre religion, ce sont ces aspects les plus spectaculaires. Donc la statue de Moloch, c'est une grande statue d'airain, qui est articulée avec des chaînes. Vous avez un feu à l'intérieur même de la statue, et vous avez la bouche ouverte de ce dieu, et vous avez des mains qui sont reliées à des chaînes et qui peuvent être articulées de cette manière-là, et l'on met sur les mains en sacrifice des enfants pour, au moment où Carthage se sent très menacée, parce qu'elle est assiégée dans le roman, pour que la ville soit sauvée, pour l'épurer aussi d'une certaine manière. Et donc on offre aux dieux des enfants vivants, qui sont évidemment conduits par ce système d'articulation, par ces chaînes, dans la bouche du dieu, où ils vont effectivement être brûlés. Alors, là c'est vraiment un four crématoire, là on peut bien le dire. Les bras d'airain, alors là je vous lis un petit passage, les bras d'airain allaient plus vite. Oui, je vous lis partout, parce que bon, vous avez compris, puisque vous avez compris de quoi il s'agissait ici, les bras d'airain, c'est les bras articulés, d'airain, donc de bronze. Allaient plus vite, ils ne s'arrêtaient plus. Donc cette machine, cette statue du dieu apparaît véritablement comme une sorte d'usine à faire mourir les enfants. Chaque fois que l'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple. Vous voyez, pour le charger des crimes du peuple. Vous voyez qu'il y a bien la notion d'épuration ici. En vociférant, ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs. Et la multitude alentour répétait, des bœufs,
des bœufs. Les dévots criaient « Seigneur, mange !» et les prêtres de Proserpine, mais oui, enfin, il faut pas repartir la danse des Déméter, se conformant par la terreur aux besoins de Carthage, marmottaient la formule éleusiaque « Verse la pluie, enfante ». Les victimes, à peine au bord de l'ouverture, disparaissaient comme une goutte d'eau sur une plaque rougie et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate. Cependant, l'appétit du dieu ne s'apaisait pas. Il en voulait toujours. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur ses mains avec une grosse chaîne par-dessus qui les retenait. Des dévots au commencement avaient voulu les compter pour voir si leur nombre correspondait au jour de l'année solaire. Mais on en mit d'autres. Il était impossible de les distinguer dans le mouvement vertigineux des horribles bras. Cela dura longtemps, indéfiniment jusqu'au soir. Alors on aperçut des chairs qui brûlaient. Quelques-uns même croyaient reconnaître des cheveux, des membres, des corps entiers. J'espère ne pas vous donner des cauchemars pour cette nuit. Je ne vous en lis qu'un petit passage. La scène qui suit, alors là c'est une hystérie collective, on voit toute la foule qui est en train de perdre la tête véritablement. Enfin bref, ça c'est autre chose. J'arrive à la conclusion et que je vous montre 2 ou 3 petits livres, non, 3 ou 4. Ça ira très vite puisque le reste a déjà été montré tout à l'heure. Alors la conclusion. Vous avez compris que mon souhait était de vous donner une vision de la civilisation carthaginoise entre le 8e siècle, le début du 8e siècle, et le milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc période assez longue. J'ai essayé de vous montrer qu'il fallait nuancer un certain nombre de stéréotypes que l'on pouvait avoir, qu'il fallait bien distinguer d'une part les comptoirs grecs et les comptoirs phéniciens. Je vous ai indiqué également que Carthage est une exception dans l'histoire de la colonisation de Tyr, tyrénienne, phénicienne, que Carthage est devenue beaucoup plus importante que sa métropole d'origine, que Carthage a élaboré des institutions, comme on pouvait en élaborer dans les cités grecques d'ailleurs, que l'économie de Carthage ne repose pas seulement sur le commerce, mais elle repose également sur le secteur primaire, à savoir l'agriculture, la sylviculture et aussi l'exploitation des mines de Sardaigne, de l'ouest de la Corse, du sud de l'Espagne, et que cela a même provoqué une des guerres puniques, en tout cas avec Rome, que Carthage produit du blé, et qu'une des guerres puniques va être suscitée justement par l'opposition entre Rome et Carthage pour posséder la Sicile, qui est un grenier à blé, mais que justement l'histoire de Carthage ne doit pas se réduire à ce qui s'est passé entre elle et Rome au IIIe siècle et au IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle commence beaucoup plus tôt, cette histoire de Carthage. Elle commence au 8e siècle. Donc elle commence avant l'histoire de Rome, qui, comme vous le savez, débute au milieu du 8e siècle. Donc ici, l'histoire de Carthage commence à la fin du 9e siècle, début du 8e siècle. Donc elle est antérieure, même s'il ne s'agit que d'un demi-siècle. En tout cas, c'est antérieur. Je crois vous avoir expliqué aussi ce qu'il fallait retenir en gros de la religion des Carthaginois, surtout pas tomber dans la caricature de Salammbô, de Flaubert, et imaginer que la religion des Carthaginois est une religion cruelle et seulement cruelle. Ceci dit, cet aspect-là a bien existé. Et l'endroit où, à Carthage, on enterrait les petits-enfants qui avaient été sacrifiés s'appelait le Tophet. Ça a bien existé, le Tophet, T-O-P-H-E-T. Le Tophet, donc ça, il ne faut pas nier. Alors,
Je regarde s'il y a encore d'autres choses à vous dire. Oui, retenez pour finir qu'il s'agit d'une société très hiérarchisée. Tu n'as pas entendu Tophet, donc T-O-P-H-E-T. Oui, ok, alors ça va. Qu'il s'agit d'une société très hiérarchisée, dominée par une classe de marchands. Et quand on dit dans les textes qu'il y a élection des deux suffètes, il faut quand même s'interroger sur le corps électoral. Et quand on dit le peuple, de quel peuple s'agit-il? Parce que le peuple, ça veut dire beaucoup de choses et peu de choses. Hein. J'ai étudié avec une étudiante de deuxième année tout à l'heure un texte sur la lutte des classes à Florence à la fin du XIIIe siècle, à la fin du XIVe siècle, non, à la fin du XIIIe siècle. Et là, il apparaissait très clairement que derrière le terme populo, eh bien, il faut distinguer. Il y a le populo grasso, le populo minuto. Hein, le populo grasso, ce sont des commerçants, des gens riches, mais qui ne font pas partie de l'aristocratie florentine. Et d'autre part, le populo minuto, c'est-à-dire les petits gens. Et donc, sous le terme populo, ou le terme populus en latin, ou le terme demos en grec, hein, peuvent se cacher des réalités très très différentes. Voilà, alors je vous montre maintenant les ouvrages que je vous avais promis, et puis vous pouvez partir en week-end. Hein, de Sabatino Moscati, les Phéniciens. Marabout. Alors, de Gras, Rouillard et Téchidor, Javier Téchidor, hein, qui est un grand spécialiste de l'univers phénicien, qui a enseigné au Collège de France, l'univers phénicien dans la collection plurielle. Très bien fait. Alors, un ouvrage que j'ai eu le plaisir de voir entre les mains d'un étudiant une revue que j'ai eu le plaisir de voir entre les mains d'un étudiant au début du cours et que je recommande vivement, d'autant plus que je m'en suis très largement inspiré, c'est l'article de Eddie Dridi qui a publié un ouvrage que je n'ai pas malheureusement ici, Carthage et le monde public, publié aux Belles Lettres en 2009 et publié dans les collections de l'histoire en janvier 2016, donc au début de l'année civile qui est en train de se terminer maintenant, numéro qui s'intitule De Carthage à Tunis, 3000 ans d'exception. Très bien fait, ça couvre toute l'histoire donc de Carthage et de Tunis, la Tunisie en fait, à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Et enfin, un auteur que je vous ai déjà cité, un très bel ouvrage, voilà, de Sabatino Moscati, publié chez Jacques Abouc, Carthage, art et civilisation. Vous vous souvenez, c'est pas dans la même collection, mais enfin c'est du même type que l'ouvrage sur les Celtes que je vous ai montré. D'ailleurs, je crois même que Sabatino Moscati était un des auteurs, voire des directeurs de l'autre ouvrage. Je vous montre quelques reproductions à l'intérieur, vous allez voir, c'est super. Bon, moi, je ne peux rien vous dire d'autre que de le consulter, où il y a tellement de choses. Ah voilà, peut-être une inscription quand même, une inscription, une stèle, donc, provenant du Tophet en forme de signe de tanit, avec une inscription dédicatoire, donc, qui se trouve au musée du Bardo, donc c'est le grand musée de Tunis, hein, très célèbre, hein, où il y a eu les attentats. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, les attentats de Tunis, c'était au musée du Bardo. Alors il faudrait regarder donc ce côté-ci. On voit des inscriptions puniques. Et ici, vous allez voir justement ce que j'ai appelé des hampes tout à l'heure. Vous vous souvenez, hein, vous voyez qu'il y a des traits qui descendent fortement vers le bas. Alors ça apparaît justement dans l'écriture, enfin sous les stèles, dans les documents épigraphiques carthaginois, mais ce n'est pas le cas pour les documents phéniciens. Donc il y a une évolution de l'écriture entre l'époque de Tyr et l'époque de Carthage. Et alors il me reste un dernier ouvrage qui permet de replacer les choses dans leur contexte d'une manière plus générale, et surtout de voir les rapports entre Rome, justement, et Carthage. Alors, c'est le tome 2, Genèse d'un empire, d'un ouvrage qui s'intitule Rome et la conquête du monde méditerranéen, dans la collection Nouvelle Clio, l'histoire et ses problèmes, presse universitaire de France, sous la direction du
grand romaniste Claude Nicolet.